Bienvenue au Musée d'Art et d'Histoire Saint-Léger de Soissons pour l'exposition Pastel en partage, collection de Reims, Saint-Quentin et Soissons, une exposition qui dure jusqu'au 25 janvier 2026 et qui a ouvert ses portes tout récemment. Alors c'est une exposition dans laquelle les visiteurs pourront découvrir un petit peu moins d'une quarantaine de pastels prêtés par le Musée des Beaux-Arts de Reims, le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer de Saint-Quentin et puis aussi par le prêteur particulier Bertrand Calvé-Cantinotti, une exposition dans laquelle également figure un ensemble de pastels des musées de Soissons restaurés pour l'occasion. Pastel en partage, c'est une exposition qui naît essentiellement du dialogue entre collègues. Alors le titre qui est apparu de manière un peu fortuite au début a été maintenu dans l'idée précisément d'incarner ce principe d'échange, de dialogue qui a vraiment présidé à la construction et au développement de cette exposition. J'en suis le commissaire aux côtés de Marie-Hélène Montour-Richard qui est la directrice des musées d'art de Reims. Cette exposition a permis de restaurer un ensemble très conséquent de pastels, l'essentiel de nos collections, c'est-à-dire un petit peu plus d'une dizaine de pastels exposés à cette occasion, et puis également un ensemble significatif de pastels du Musée des Beaux-Arts de Reims. Elle permet d'aborder à la fois la question technique d'un art qui s'est développé alors bien sûr à partir du XVIe et du XVIIe siècle, mais qui s'est surtout incarné de manière spectaculaire au XVIIIe siècle, au travers d'une figure emblématique pour le département de l'Aisne, qui est Maurice Quentin de la Tour, natif de Saint-Quentin, mais également une exposition qui permet d'aborder les différents thèmes qu'affrontent les artistes, de l'étude du motif, inanimé ou vivant, c'est-à-dire l'étude d'un modèle, jusqu'au portrait, l'une des grandes particularités également que l'on attache volontiers à la pratique du pastel, et puis également une part importante accordée au paysage, à la ruralité, c'est ce terme qu'on a voulu retenir pour présenter là des pastels de figures d'artistes relativement connus pour ce registre. L'exposition s'ouvre sur une séquence consacrée à l'étude d'après le motif inanimé, l'objet inanimé. C'est l'autre terme que l'on retient volontiers aujourd'hui pour qualifier ce que longtemps on a appelé les natures mortes. Ici, derrière moi, se trouve cette œuvre qui ouvre le parcours, qui est une œuvre des collections du musée de Soissons, une œuvre d'Edmond Yon, un artiste qui s'illustre au salon dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est un artiste qui s'est surtout distingué dans l'exercice du paysage peint, par la gravure également, et qui de manière exceptionnelle ici dans notre exposition, et puis de rares occasions également dans les expositions de la Société des pastellistes, montre ses compétences et son brio dans l'exercice du pastel. En réalité, celui que nous redécouvrons grâce à la restauration qui a été effectuée sur cette œuvre est vraiment un pastel extrêmement intéressant qui se nourrit à la fois d'une tradition qui est celle qui préside tout le travail d'Edmond Yon, en l'occurrence les références à l'art hollandais, à l'art venu du Nord, qui vraiment jalonne tout son parcours de peintre, mais c'est également un pastel qui offre, je dirais, une sorte de clin d'œil, presque d'aperçu de cette mise à jour que s'imposent certains artistes lorsque d'autres figures phares dominent la place parisienne. Ce pastel montre le thème de Soliflore avec cette tulipe jaune qui se détache d'un fond bleuâtre, et puis au premier plan,
tourné vers nous, ce sécateur, cet objet devenu presque emblématique à la suite de l'exposition de nature morte par Édouard Manet dans les années 1860, 1864 précisément. Ce sécateur que vous voyez là, tourné vers nous, comme pour symboliquement nous inviter à une action qui reste relativement ambivalente, mais à intervenir. Alors, dans quel sens? Il s'agit peut-être de faire écho à l'instant qui a précédé la mise dans un vase de cette jolie tulipe. Ça peut être également perçu comme tout simplement l'exercice d'une vanité un peu cruelle. La vanité en tant que telle est déjà bien incarnée par ce thème d'une tulipe dans un vase qui bien sûr est appelé à se faner. Voici un thème qui vraiment traverse et jalonne toute l'histoire de l'art. Mais le sécateur est bien là pour nous inviter à aller peut-être plus loin et à aller couper littéralement donc cette tulipe, cette jolie tulipe, dans ce beau et élégant vase de Delft qui lui renvoie d'ailleurs implicitement à cette autre source de référence qu'avait Edmond Yon. Donc c'est un pastel que l'on redécouvre une fois encore avec plaisir, notamment parce que la restauration nous permet de retrouver, je dirais, toute la force chromatique qui est présente dans l'exercice d'Edmond Yon. Ce jeu très savant, bien que fortement inspiré par la théorie des couleurs qui se développe au XIXe siècle de manière assez exponentielle, ici vous voyez qu'il fait jouer les complémentaires avec cette idée bien sûr de faire émerger de manière plus forte encore et saisissante ce très joli motif de la tulipe dans la partie haute, et puis de manière plus générale il y a vraiment un exercice fantastique dans le jeu des complémentaires, des tons très profonds, un pastel que l'on a voulu placer au début de l'exposition pour non seulement incarner cet investissement important de la ville dans la restauration de ses œuvres, mais aussi pour implicitement dire que le pastel n'est pas uniquement une gamme d'œuvres qui reposerait sur des demi-tons, sur des couleurs fades, sur toutes ces idées reçues qui sont associées dans l'imaginaire du grand public à l'exercice du pastel, ici est presque contredit par ce formidable exercice. Et puis, dernier point, c'est un pastel qui nous permet d'aborder une chose importante dans cette exposition, la place des collectionneurs, la place des bienfaiteurs donc de nos institutions. À Soissons, une figure en particulier se distingue entre les années 1880 et 1905, c'est celle d'Alphonse de Rothschild, qui par l'intermédiaire de Paul Leroy va donner un peu plus d'une vingtaine d'œuvres à la ville de Soissons pour son musée. Et cette œuvre en faisant partie, elle montre bien l'investissement de figures qui ne sont absolument pas soissonnaises, mais de figures, je dirais, de la place parisienne, dans le développement des musées qui sont situés à la ceinture, ou dans les environs de Paris. C'est le cas de Soissons, c'est également le cas de Reims, dans une moindre mesure, et en particulier, on le verra au cours de l'exposition, à travers la figure d'Henri Vanier, qui est une figure absolument extraordinaire, qui, à Reims, donc à la fin du XIXe siècle, va donner près de 600 œuvres, dont plus d'une quarantaine de pastels des figures d'artistes qu'il fréquentait alors, Léon Lermite, Albert Bénard en particulier, Charles Léandre, toutes ces figures de la Société des pastellistes. Dans un cas comme dans l'autre, je dirais dans les trois cas, de ces musées qui sont présents dans cette exposition, l'école de dessin a également joué un rôle important. Et là j'en viendrai à ce dernier point. L'école de dessin à Soissons, fondée en 1782, donc de fait la même année que celle de Saint-Quentin, eh bien c'est un espace dans lequel les artistes sont bien sûr amenés à s'exercer, à travailler, à perfectionner leur dessin, c'est une évidence. Mais dans l'Aisne, et à Saint-Quentin en particulier, si l'on considère le fait que cette école de dessin est fortement voulue par Maurice Quentin de la Tour, eh bien, on voit bien comment le pastel a sans doute joué un rôle important, et il joue aujourd'hui encore un rôle important, dans l'enseignement. Et de la même manière à Reims, des artistes comme Lié-Louis Perrin-Salbreux, qui est montré ici aux côtés de ce pastel d'Edmond Yon, est une figure vraiment importante dans cet exercice du pastel. Il va privilégier ce Perrin-Salbreux, plus spécifiquement l'exercice du portrait, mais ici nous saisissons, je dirais, nous profitons plutôt de cette occasion pour montrer de délicieuses natures mortes de la toute fin du XVIIIe siècle, deux exercices qu'on peut vraiment apparenter à ceux de Chardin au XVIIIe siècle, qui constituent à n'en pas douter le modèle de Perrin-Salbreux dans ce cas.
Dans cette première partie de l'exposition, nous trouvons également deux études fort intéressantes, alors, dont la provenance illustre la richesse de cette exposition en termes de partenariat et de prêteurs. Ici, à mes côtés, cette très belle étude, anciennement de la collection de Prat, et puis aujourd'hui donc de la collection de Calvé-Cantinotti, une étude de l'épicier, et puis ici également une étude de Lauger, donc cet artiste du 19e siècle qui s'est notamment illustré comme l'un des derniers témoins sur le lit de mort de Victor Hugo. Ces deux œuvres, ces deux études sont là pour évoquer la question de l'étude d'après le motif. Alors, nous parlions précédemment de l'étude d'après l'objet inanimé, celui du modèle saisi dans un contexte de l'atelier, dans la rue pour les plus audacieux des artistes. Eh bien ici, il est parfaitement illustré en deux temps différents, avec l'épicier, donc cette très belle étude de tête, sans doute produite d'ailleurs pour être encadrée. Il faut faire la part entre ces études qui précèdent un travail à plus grande échelle, d'une grande composition, et puis des études qui parfois, de par leur richesse, notamment chromatique, et la recherche extraordinaire qui est mobilisée pour la réaliser, on voit bien ici dans cette étude que l'épicier a en tête donc d'offrir au marché une très jolie étude. Ici, on retrouve notamment dans les rehauts qui sont opérés non plus au pastel mais à la craie blanche, et puis en transparence, tout le travail sur la sanguine notamment, quelque chose d'absolument extraordinaire, d'extrêmement intéressant aussi dans le savoir-faire d'un artiste, ce qui est de l'épicier, qui est d'ailleurs une des grandes figures de l'Académie, professeur donc à l'Académie royale de peinture dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On voit bien, l'idée était celle-ci, la parenté qui peut exister dans les deux exercices. Chez Lauger, il y a bien sûr autre chose, le cadrage étant plus large, l'ouvrage étant même beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fini. Il y a aussi quelque chose de une sorte de témoignage d'un instant saisi par le pastel, d'un motif saisi sur le vif. Alors ce motif, il est un peu plus curieux. On voit ici l'œuvre s'intitulant Le Gueux, ce personnage qui, avec ses doigts, est ni plus ni moins en train d'éclater une puce, sans doute. Donc on est vraiment dans une sorte d'exercice presque, comment je pourrais dire, théâtral, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui permet de montrer toute la pertinence du pastel dans l'exercice. L'artiste peut saisir ici, à la fois dans le détail, lorsque, en utilisant une partie du bâton de pastel, il peut aller jusqu'à saisir par des traits très fins les linéaments du corps, et puis de manière plus heureuse parfois, en tout cas presque plus stratégique, l'idée de travailler les fondus. C'est très perceptible, notamment dans la partie arrière, des fondus qui d'ailleurs réapparaissent différemment avec le temps sur un papier qui est on ne peut plus grainé, un papier qui est parfaitement adapté à la technique du pastel. Donc en ouverture, à nouveau, deux pastels qui nous renvoient à cette présence et cette pratique très diffuse donc, de l'exercice sur le vif. La plupart des théoriciens et des commentateurs du XVIIIe et du XIXe siècle précisaient justement que le pastel était parfaitement adapté à cet exercice. Vous pouviez emporter avec vous, j'exagère un peu, dans les poches, vos petits bâtons et réaliser sur l'instant un motif qui tout d'un coup était saisi, qui ne nécessitait pas d'être forcément repris en atelier, contrairement bien sûr à la peinture à l'huile qui, elle, nécessitait des temps de séchage et un travail à nouveau potentiellement dans l'atelier. L'exposition permet, comme je l'ai dit en préambule, de découvrir de nombreux artistes peu connus, peu exposés, et c'est le cas de l'auteur de ce dessin, Paul-Auguste Marie, un artiste dont il a été difficile de retrouver la trace, présent dans les registres d'inscription à l'école des Beaux-Arts. C'est un artiste qui vraisemblablement est actif jusque dans les années 1920 et qui ici s'illustre dans l'exercice, donc l'étude d'un modèle dans l'atelier, le pastel semblant parfaitement maîtrisé et adapté à l'exercice. On voit bien comment Marie, donc Paul-Auguste Marie, ici profite, je dirais, de la présence de ce modèle noir, de ce modèle d'origine, d'ailleurs qui reste difficile à déterminer, peut-être par le biais de quelques indices, il nous a été possible d'imaginer une femme d'origine plutôt océanienne, malgache peut-être,
Mais dans ce contexte-ci, on voit bien que l'artiste s'intéresse essentiellement à capter, je dirais, à la fois la force plastique du corps de son modèle par des rehauts absolument maîtrisés et très fins, lumineux sur tout le corps du modèle, et puis dans ce jeu de complémentaires à nouveau, vous avez ce grand tissu jaunâtre qui se détache de manière très évidente sur un fond qui lui ressemble vraiment à cette sorte de mise en scène de fortune qu'on trouve dans les ateliers, même dans les représentations les plus célèbres du 19e siècle. On a vraiment cette sensation d'avoir une sorte de toile accrochée à la hâte pour pouvoir ensuite saisir le modèle. Peut-être Marie a-t-il réalisé cette étude dans le cadre de sa formation à l'école des Beaux-Arts. On sait que des modèles noirs figuraient dans la liste des modèles qui venaient poser à l'école, et l'exposition bien sûr qui a fait date du modèle noir du musée d'Orsay a permis de mettre les noms notamment autour de certaines de ces figures. Il reste que pour cette œuvre nous sommes encore face à la représentation d'un modèle anonyme, un anonymat qui va même un petit peu plus loin comme je le disais, puisque ce cher Paul-Auguste Marie n'est connu qu'au travers de cette œuvre-ci. Alors, natif de Reims, Jean-Louis Forain est un artiste qui est présent dans l'exposition également. L'œuvre nous est prêtée par le musée des Beaux-Arts de Reims et montre l'un des exercices dans lesquels Forain avait su imposer sa manière, l'exercice de la représentation de personnages d'une scène sur le vif. On voit ici quelque chose qui peut paraître assez ambigu dans le rapport que propose Forain entre un homme chapeauté, vu de dos, et une jeune femme a priori en tutu, mais posée, donc assise sur le rebord d'une scène, en tout cas assise, légèrement en surplomb par rapport à ce personnage. On a pu notamment s'interroger sur la nature de ce rapport et de la scène qui est proposée ici. Le pastel s'intitule génériquement « Dans les coulisses ». S'agit-il bien d'une discussion entre cette jeune femme et l'homme? S'agit-il de quelque chose de plus, je dirais, licencieux, de plus ambivalent, tel que Forain aimait à le raconter également, en l'occurrence une scène de prostitution, c'est le terme et l'idée qui a pu émerger face à l'étude de cette œuvre. Quoi qu'il en soit, on voit bien ici ce que le pastel permet de réaliser dans un exercice extrêmement, je dirais, vigoureux. On voit le geste ici très emporté, donc qui vient essayer de caler en quelque sorte la scène, et puis de manière tout aussi extraordinaire, on le voit presque à l'œil nu, presque quelques traits de bâton, un bâton qui est sans doute appuyé sur la feuille pour générer en clair-obscur très fort ces zones de blanc, ce trait blanc qui vient comme ça surligner la silhouette, l'arrière-plan étant largement esquissé de manière très expressive avec ce bleu qui est un petit peu viré, mais ce très beau bleu à l'arrière-plan. Donc voilà, un pastel qui porte une dédicace et qui date de 1911. Dans cette première section, on trouve également ce pastel extraordinaire d'Émile Lévy, un artiste qui est né dans la première moitié du 19e siècle, Grand Prix de Rome, et qui, après son séjour à Rome, traduit tout l'enseignement qu'il a pu recevoir de la part, un enseignement indirect, de la part des modèles italiens de la Renaissance en particulier, dans ce pastel merveilleux qui a un titre somme toute assez classique, Maternité, mais qui s'apparente à l'évidence à ces vierges à l'enfant que l'artiste a pu observer à Rome ou bien à Florence. Dans ce beau pastel, on retrouve la mise en place, notamment avec un mobilier aux accents un peu troubadours, la mise en place de différents éléments. Il y a une jolie nature morte, notamment avec ce très beau bouquet dans ce vase céladon, donc au second plan. Et puis, bon, je dirais qu'il y a aussi le joli exercice du paysage, mais c'est bien sûr surtout le motif de la femme à l'enfant, la femme allaitant, que l'on retrouve au cœur de ce beau pastel. Une bague qui est là comme pour incarner bien sûr le lien entre cette jeune femme et le père de l'enfant, a priori. Et donc, dans ce bel exercice, quelque chose qui rappelle les modèles de vierges allaitant qui se développent au début du XVIe siècle chez Fra Bartolomeo
Bartolomeo par exemple. On a pu trouver aussi chez un certain Bugiardini quelques exemples que l'on pouvait rapprocher très volontiers de ce pastel d'Émile Lévy. Lévy, c'est vraiment l'une des figures importantes, je dirais même majeures, donc, du pastel à la fin du XIXe siècle. Ce pastel date des années 1880, présenté comme l'un des grands rénovateurs de cette pratique. Et donc, à ce titre, nous pensions qu'il était fondamental d'inclure ce beau pastel dans le parcours, même si en réalité, dans cette section consacrée à l'étude d'après le modèle, on est face à une œuvre qui se positionne entre plusieurs thèmes. Est-ce véritablement une étude d'après un modèle? Est-ce une scène d'histoire, par exemple? En tout cas, c'est une œuvre qui pose sans doute en allégorie, avec cette idée vraiment de positionner la représentation de la mère allaitante comme une figure, une fois encore emblématique, allégorique, vraiment ce thème du lien mère-fils. La deuxième partie de l'exposition est consacrée aux portraits. Nous avons un bel ensemble de portraits exposés et ici nous ouvrons donc cette séquence avec cette œuvre qui est le portrait d'un personnage mais que l'on aurait pu également volontiers associer à cet exercice précédemment évoqué du pastelliste face au modèle, cet exercice presque formateur. L'auteur, Albert Besnard, montre toute sa virtuosité dans l'exercice du pastel afin de réaliser le portrait d'une jeune femme restée anonyme, portrait que l'on peut dater de la toute fin 19e, début 20e, et qui correspond à la période d'activité d'Albert Besnard, cette période durant laquelle il est lui-même président de la Société des pastellistes. On a avec Besnard véritablement, je dirais, l'une des figures les plus intéressantes de la scène parisienne dans ce registre-là, de la production de pastels. Et ici, il montre bien comment, étant lui-même issu d'une formation, je dirais, plus académique, eh bien comment il parvient à s'approprier les recherches les plus audacieuses qui sont produites à la fin du XIXe siècle. On pense, en regardant ce portrait d'une femme rousse, au teint très blanchâtre, et en regardant également dans cette œuvre tout ce travail assez extraordinaire de contraste tonal très fort, presque agressif on pourrait dire, on pense vraiment là aux figures de Toulouse-Lautrec, au jeune Picasso même. Besnard ici montre combien le pastel est adapté aussi bien à l'exercice du portrait qu'à celui, une fois encore, de la pure recherche plastique et technique. Vous avez à l'arrière-plan ce très joli jeu de hachures qui vient dessiner un espace très mouvant et qui permet de faire émerger la figure de femme avec ce geste très achevé mais absolument maîtrisé de la main, une sorte de main presque reptilienne qui vient s'appuyer contre la joue du personnage. Et donc c'est absolument extraordinaire de voir comment dans un même et petit exercice finalement d'ailleurs, Besnard montre sa capacité à s'approprier, comme je le disais, aussi bien les innovations mais aussi quelque chose de l'héritage de la pratique du pastel dans l'estompage en particulier de certaines parties. Les hachures sont, quoi qu'il en soit, les choses qui émergent le plus dans cette œuvre. On voit bien au premier plan notamment qu'on est presque dans un registre, je ne vais pas parler d'abstraction, mais en tout cas de mise en place de couleurs et non pas de forme. Alors, Albert Besnard est également présent avec ce portrait de Madame Jameau au sein de l'exposition, un formidable exercice de portraitiste où ici Besnard montre sa grande virtuosité que nous évoquions pour ce petit portrait précédemment, mais ici tout cela se traduit par un geste très perceptible en marge du modèle. Vous avez ici cette élégante de la belle époque Madame Jameau portraiturée de face avec ce joli ovale que dessine son visage, et puis tout autour c'est vraiment un florilège de gestes et de traits comme cela qui sont déclinés pour tantôt saisir quelque chose qui relève du motif, on le voit là notamment sur le côté gauche, et puis parfois plutôt évoquer, rester dans quelque chose de plus évanescent
en réalité et de plus propre à l'exercice. Ici, Besnard portraiture une figure de la vie parisienne et rémoise. Il s'agit de l'épouse de Paul Jameau. Paul Jameau était un des conservateurs du Louvre à la fin du XIXe siècle et également directeur du musée des Beaux-Arts de Reims au début du XXe siècle. Et c'est donc ce dernier qui offre à la ville ce portrait de son épouse. Alors un portrait qui est extrêmement intéressant dans ce qu'il met en scène, à la fois l'exercice du portrait pur. Ici on retrouve les traits de cette jeune femme élégante. On voit comment ici il s'attache à vraiment surligner presque donc la partie du menton et la partie basse du visage. Et puis il y a également la présence de ce joli bouquet de fleurs à l'arrière-plan, au bas duquel se trouve d'ailleurs la signature de l'artiste. Et dans la présence combinée de ces deux motifs, il y a vraiment cette sensation que Besnard travaille à nouveau ses gammes, presque l'exercice, je dirais, de la vanité, là à nouveau. Cette jeune femme, une fois encore très élégamment vêtue, n'est-elle pas appelée, au même titre que ce bouquet de fleurs, à faner un jour et à perdre de son élégance, voire même de sa beauté? C'est là le sujet sans doute que Besnard s'attache à illustrer. Dans cette partie, cette section de l'exposition, nous retrouvons deux portraits relevant des collections du musée de Soissons avec cette étiquette qui mentionne la collection Labarre, une collection plutôt un legs en réalité qui arrive en 1934 à Soissons. Et dans ce legs important, dans lequel figuraient notamment des œuvres de Boudin, eh bien on retrouve ces deux beaux pastels que nous avons pu restaurer pour l'occasion d'un artiste qui reste assez énigmatique, tant il nous a été difficile de l'identifier parmi les différents noms qui se présentent à nous au XIXe siècle. L'artiste est Duvergier. Il existe plusieurs Duvergier à cette époque-ci. Nous avons préféré avancer, en tout cas rester assez générique quant à les dates potentielles de naissance et de mort de cet artiste. Les deux pastels, stylistiquement, nous ramènent, quoi qu'il en soit, au milieu du XIXe siècle. Et donc, à n'en pas douter, nous sommes là face à des portraits des aïeux de cette famille Labarre, ici élégamment vêtus l'un et l'autre, de manière peut-être plus évidente. Ici, la jeune femme qui se trouve à mes côtés, avec ce très joli travail sur les dentelles qui marquent la partie basse du pastel, et puis un joli travail également d'estompage à l'arrière-plan qui permet, une fois de plus, de faire émerger de manière plus significative la figure depuis le fond resté relativement informe. Voilà deux portraits qui ont pu retrouver eux aussi un certain éclat grâce à la restauration qui a été entreprise dans le cadre de cette exposition, restauration menée par Nadège Doga, restauratrice spécialisée dans le domaine des arts graphiques. Dans la troisième section de l'exposition, consacrée au thème du paysage, de la ruralité, à cette idée que le paysage raconte aussi quelque chose d'une nostalgie naissante au XIXe siècle, face à une société qui change radicalement, eh bien l'œuvre la plus imposante est ce grand pastel de Maurice Elliot, donné en 1892 par le baron Alphonse de Rothschild à la ville de Soissons. Ce pastel se distingue dans l'exposition par son format atypique. On est sur plus d'1,50 m de large, peut-être moins par son thème finalement, qui exploite volontiers cette veine à la fois, je dirais, séduisante et charmante de l'enfance. Le thème de l'enfance dans le pastel est assez présent, mais là ce qui est très intéressant, c'est la manière dont l'artiste met en place sa composition en isolant donc cette petite fille à capuche rouge dans un environnement champêtre. Eh bien, ici, cette herbe normande sert à raconter quelque chose de l'isolement presque de l'enfance, l'innocence de l'enfance dans la nature. Cette petite fille, en fait, a saisi une des pommes du panier que vous voyez là. On voit aussi son regard tourné vers ce couple qui s'éloigne de dos, qui la laisse finalement dans ce champ. Un très joli pastel qui a retrouvé toute sa fraîcheur grâce à la restauration. Il présente une particularité, il s'agit d'un pastel réalisé sur toile, une toile sans doute préparée, comme le laisse entrevoir d'ailleurs la partie un peu plus abrasée de l'œuvre dans la partie du ciel.
L'un des tout derniers pastels entrés dans les collections du musée de Soissons est ce pastel de Maurice Elliot. Il s'agit d'un don de l'association des Amis du musée de Soissons. Un pastel fort intéressant qui provient du marché de l'art et qui a pu être plus précisément identifié comme un pastel exposé à la galerie Georges Petit et qui montre les roches blanches près de Nemours, donc au sud de Paris. Cette œuvre, vous le voyez, est l'exercice assez magistral de Maurice Elliot, consiste à concentrer toute son attention sur ce jeu presque, alors on pourrait presque l'utiliser, abstrait, ornemental, des roches qui affleurent comme ça, qui émergent d'une campagne rehaussée de bruyères, on les voit très ostensiblement, toutes ces touches roses là, une campagne qui finalement raconte quelque chose d'un phénomène naturel assez extraordinaire, une campagne qui trouve une nouvelle expression, je dirais, à travers ce pastel et à travers la formidable maîtrise d'Elliot dans l'exercice. On voit comment, par endroits d'ailleurs, il n'hésite sans doute pas à utiliser le pinceau pour procurer et générer des effets un petit peu différents que ceux des empâtements qu'on voit très ostensiblement sur les roches, ça et là. On devine un artiste qui se délecte dans l'exercice, notamment dans la manière qu'il pose, une fois de plus, tous ces reflets, cette jolie gamme de blanc. Vraiment, elle trouve une très belle interprétation ici dans cette œuvre d'Elliot, de manière assez étonnante, ici comme la silhouette d'un arbre qui au loin, assez isolé, se détache du paysage. Ça fait vraiment également, je dirais, la qualité de ce beau pastel, récente acquisition de nos collections, donc qui permet finalement de faire entrer dans nos fonds une autre œuvre de ce grand pastelliste qui était Maurice Elliot. Cette section consacrée à la ruralité, au monde champêtre qui caractérise en grande partie le département de l'Aisne et en particulier donc les abords et les environs de Soissons et du sud du département, eh bien cette section ne pouvait pas se passer, je dirais, de la présence d'œuvres de Léon Lermite, une des grandes figures de pastellistes et d'artistes de la fin du 19e, début 20e, natif de Mont-Saint-Père, un village sur les bords de la Marne, tout près de Château-Thierry, donc au sud du département de l'Aisne. Cette exposition ne pouvait pas s'en passer aussi parce que l'artiste est fort bien représenté dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Reims. Léon Lermite était un proche d'Henri Vanier. On sait par les photos qui documentent les appartements de Vanier que sa collection comptait de nombreuses œuvres de Lermite et surtout qu'elle lui consacrait une belle place dans ses intérieurs bourgeois. Lermite, c'est un artiste extrêmement intéressant dans ce qu'il va se faire sorte de porte-voix par son œuvre picturale et graphique d'un monde qui progressivement disparaît, en tout cas évolue, au gré non seulement d'une industrialisation que l'on connaît et qui s'accélère au XIXe siècle, une société donc qui change, mais aussi au gré des heurts, des batailles, des guerres qui traversent le territoire champenois, le territoire axonais, en particulier entre la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale. Voici un artiste qui sera le témoin de ce monde en pleine évolution. Et cette figure de paysanne dans les champs, cette sorte de portrait de figure anonyme, mais portrait qui prend une connotation là aussi presque allégorique, figure iconique, si vous voulez, de ce monde paysan, eh bien c'est sans doute l'un des chefs-d'œuvre de Lermite qui a été de manière opportune redécouvert lors de sa restauration il y a plusieurs années de cela. L'idée était de remettre en évidence tout le travail de recherche de Lermite dans cette œuvre. Alors c'est une œuvre qui est réalisée sur papier marouflé sur toile, et on voit bien comment l'artiste a travaillé, alors on le voit bien désormais, ceci était masqué par le cadre initialement, mais ici on voit bien comment justement le cadrage est une affaire de précision et évolue au gré donc tout simplement de la réflexion de l'artiste. Et ici ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'avoir laissé justement la place
à ces quelques hésitations, à tout ce qui relève de la démarche d'un artiste. On voit bien comment ici certaines parties de l'œuvre ont pu avoir une autre nature, un autre fond initialement, comment ici la robe, le motif de la robe se prolongeait, un petit peu plus bas sans doute, et comment l'ermite a finalement choisi de resserrer tout cela autour d'un cadrage, eh bien, à nouveau très serré. La signature est là comme pour symboliquement marquer, et on le sait, l'achèvement à la fois d'une œuvre, mais surtout d'une recherche et d'une mise en place progressive du motif. Voilà, c'est un pastel qui par ailleurs montre toute la virtuosité de l'ermite, excellent dessinateur, excellent pastelliste. C'est pratiquement d'ailleurs le pastel qui va occuper toute la fin de sa carrière. Il meurt en 1925 et donc on commémore cette année le centenaire du décès de l'ermite. C'est vraiment une figure très intéressante d'artiste qui est là illustrée, qui met en place, vous le voyez, non seulement une figure avec notamment des hachures très présentes et donc une figure plus mouvante que dans d'autres exercices, mais également un arrière-plan qui semble assez génériquement renvoyer au champ de blé, un village qu'on discerne à peine de ce côté-ci. Voilà, un des chefs-d'œuvre, en d'autres termes, de notre exposition. Alors l'exposition propose également une œuvre de Charles Léandre, dont on a pu parler précédemment par ses liens avec Maurice Elliot. Ici, Léandre, qui était plus volontiers reconnu pour ses caricatures sur la place parisienne de la fin du 19e et début 20e. Ici, il représente un personnage qui lui est proche et qu'il a eu l'occasion de représenter à plusieurs reprises. Il s'agit de sa nièce. Sa nièce, qui enfant, est représentée dans ce manteau extrêmement envahissant. Le corps est presque complètement perdu. N'apparaissent finalement que les deux petites mains en mouvement, ce que le pastel traduit de manière assez extraordinaire aussi. On le voit bien, le geste n'est pas arrêté. Il y a l'idée vraiment de montrer les mains mouvantes, mais également le visage et surtout la coiffe dans ce bleu perle qui est très beau, très intéressant, donc qui elle aussi est très mouvante. Je ne parle pas de l'arrière-plan, qui lui aussi est esquissé de manière assez virtuose. Et ici, Léandre montre combien les bâtons lui permettent vraiment de traduire. Je parlais du mouvement, je dirais plutôt en réalité le côté, une fois de plus, assez évanescent, assez flou finalement du mouvement de l'enfant dans un panier. On a peine à distinguer précisément dans quel environnement cette petite fille se trouve. Dans la troisième partie consacrée à ce thème de la ruralité, je dirais l'exploration de la nature par le pastel et les effets naturels que le pastel peut enregistrer, on trouve deux œuvres d'artistes peu connus. D'une part, Hélène Maréchal, dans ce très joli exercice de pastel montrant deux vaches, peut-être plus, dans un plan d'eau. Les reflets des arbres situés à l'arrière-plan apparaissent de manière assez ostensible dans ce reflet d'eau, suggéré de manière très subtile aussi par le bâton de pastel. On regardera de plus près le ciel avec des très jolis jeux et des variations qui donnent à cette lumière mordorée quelque chose de beaucoup plus vibrant. Et puis Alexandre Lunois, un autre artiste, donc actif à cheval entre le 19e et le 20e siècle, qui ici nous montre un paysage plus nordique, c'est le cas de le dire. Il s'agit d'une vue d'un fjord en Scandinavie, un fjord que Lunois, qui pourtant est plus connu comme orientaliste, représente de manière assez inspirée, là aussi, sans doute inspiré d'ailleurs par les modèles des artistes scandinaves qu'il peut découvrir à l'occasion de ce voyage vers le nord de l'Europe. Ici, de manière très habile, il met en place une composition entre évocation des pratiques agricoles locales et puis beauté naturelle d'un paysage marqué par de très jolies oppositions
tonales, des zones presque en dedans, traitées de manière assez extraordinaire, très en aplat, et puis d'autres parties qui émergent de manière très forte grâce à des empattements très bien sentis, très bien maîtrisés également. Donc deux artistes qui viennent presque en conclusion d'une exposition qui fait également la part belle à nouveau à l'Hermite, qui est présent dans cette toute dernière section, et puis une exposition qui s'achève avec des artistes du XXe et du XXIe siècle, pour les citer plus précisément Henri Goetz, Christine Boumester, deux œuvres prêtées par le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer de Saint-Quentin, deux œuvres qui sont liées à l'enrichissement progressif donc, des collections du Musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin, et puis deux œuvres issues des collections du Musée de Soissons, une formidable composition de Pierre Skira, qui nous a quittés cette année, en 2025, et qui s'était illustré pendant toute sa carrière sur ce travail, autour de la bibliophilie, autour des livres, des tranches de livres en particulier, et puis un pastel aussi de Denis Rivière, donc un artiste qui lui s'est illustré durant sa carrière dans la représentation de mouvements du ciel, de nuages en particulier, et qui, lorsqu'il est exposé ici en 2003, eh bien, saisit à une heure précise le ciel de Soissons, en septembre 2003. Voilà, une exposition donc, qui fait également la part belle aux œuvres d'artistes en résidence à l'occasion de cette saison pastel. Pourquoi saison pastel? À Soissons, cette année, nous avons d'abord accueilli une exposition développée avec le FRAC Picardie qui a permis de mettre en valeur des artistes aussi célèbres que William Kentridge, David Tremlett, Ettore Spalletti par exemple, ou bien encore Jean Le Gac, et puis des figures plus, je dirais, jeunes, donc notamment je pense à Célia Muller ou à Stéphanie Mancy ou encore à Louise Dumas, une exposition qui s'est déroulée donc à Soissons cet été et qui a été confiée, une sorte de carte blanche confiée à un pastelliste contemporain, Pierre Mabille, que nous citons volontiers, et une exposition qui a également vu la présence d'un duo d'artistes, Hippolyte Engen, pour les citer Gaël Hippolyte et Lina Engen, qui travaillent plus précisément, dernièrement disons, le pastel, et qui ont eu elles aussi une sorte d'invitation à explorer nos collections. Et le public aura l'occasion, de manière un peu surprenante, et c'est comme un jeu de piste ou une chasse au trésor, aura l'occasion de découvrir 3 pastels de Hippolyte Engen disséminés au sein du musée, aussi bien dans l'exposition que dans nos salles d'exposition permanentes.